Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Club du mercredi. Vous le savez, nous avons repris à l'occasion de ce confinement, de ce deuxième confinement, nos entretiens d'actualité, nos entretiens politiques avec diverses personnalités. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Stanislas Berton. Stanislas, bonjour. Bonjour Maxime. Stanislas, cela fait un moment que nous nous étions promis de dialoguer ensemble sur la chaîne du Club du Mercredi. Nous voulions le faire d'une façon différente de base. On devait le faire avec des moyens techniques un peu meilleurs et puis surtout sans être forcément à distance. Et je tenais à vous recevoir parce que vous avez un parcours particulier. Stanislas, vous êtes entrepreneur dans le fond puisque vous avez déjà créé une entreprise. Vous avez créé un jeu vidéo qui s'appelle, si nos auditeurs veulent le retrouver, il est en vente sur Steam, je Oui, crois. qui Ça s'appelle s'appelle VS Kickers, ouais, tout à fait, les botteurs de fesses. Et en plus, profitez-en si ça vous intéresse, parce qu'il y a spécialement en promo ce week-end, il y a une promo sur les jeux de combat sur Steam et il est dedans. Ah bah alors fantastique. Donc la vidéo sera publiée pour le week-end, donc comme ça on aura l'occasion de le télécharger. Donc vous êtes créateur de jeux vidéo, vous avez participé, c'est juste pour dire que vous avez fait plein de choses de votre vie jusque-là. Vous avez participé à la 61e édition du Festival de Cannes en 2008. Vous êtes auteur de 2 livres qui s'appellent Être français, Lettre à ma sœur, et donc votre dernière publication, L'homme et la cité, que j'ai là, que vous avez la gentillesse de m'offrir, et voici, que je recommande à chacun de lire. Si vous voulez vous renseigner d'ailleurs, chers auditeurs, sur ce livre, vous êtes passé chez André Berkoff et chez Charles Gave notamment pour en parler, également sur TV Liberté, chez Martial Bild. Donc je renvoie nos auditeurs vers ces extraits, ces passages. Par ailleurs, on peut vous lire sur votre blog stanislasberton.com et sur Twitter. Stanislas, je n'ai rien oublié, c'est bon? Non, non, c'est bon, c'est assez complet. Ok, bon, bah parfait. Alors, l'actualité est chargée. On a des événements qui se succèdent en France comme ailleurs dans le monde, aux États-Unis notamment. Et il y a quand même une tendance de fond qui se dégage de tout ça depuis au moins une grosse dizaine d'années. Vous allez pouvoir préciser ça. C'est le sentiment qui nous anime d'une séparation progressive, mais de plus en plus appuyée par les crises qui émergent, et notamment en point d'orgue par la crise du Covid, d'une séparation entre les élites et le peuple. Et je me demandais, est-ce que, selon vous, la thèse de Christopher Lasch, la révolte des élites, est vraiment pertinente aujourd'hui? Est-ce qu'on est en plein dedans? Est-ce que vous pouvez nous donner votre avis là-dessus, s'il vous plaît? Oui, oui, tout à fait. Bah, vous avez cité à l'instant Christopher Lasch, qui était un des premiers à mettre en avant cette thèse dans son livre La sécession des élites. Et je crois qu'on est en effet en plein dedans. Alors après, il faut toujours prendre un peu de recul, c'est-à-dire qu'il y a toujours eu une tension entre le peuple et les élites. On en reparlera d'ailleurs probablement un peu plus tard dans l'émission. Mais cette sécession, elle a été aggravée, comme vous l'avez dit très justement, ces dernières années. Et moi, ce qui me semble déjà intéressant, c'est de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il y a eu cette sécession. Et ce qui est intéressant, c'est que les causes, en fait, sont pas forcément évidentes, c'est des effets indirects. Et ça, vous avez juste oublié de le dire dans ma présentation, c'est que je me suis beaucoup intéressé à tout ce qui est risque systémique et tout ce qui est effet de second ordre. Et c'est toujours intéressant de voir que un événement a souvent des conséquences imprévues, ce qu'on appelle des externalités. Et pour moi, la sécession des élites est la conséquence de deux éléments majeurs. Le premier, c'est l'augmentation en fait, du nombre de personnes qui vont à l'université, la création d'une classe éduquée. Alors ça, c'est pas moi qui l'ai trouvé, c'est Emmanuel Todd qui a été un des premiers à en parler. J'ai vu aussi récemment une interview de quelqu'un qui s'appelle David Goodhart qui a écrit là-dessus. Et en fait, l'idée, c'est qu'autrefois, il y avait que 10% d'une classe d'âge qui arrivait à aller à l'université. Donc en fait, il y avait une proportion de gens, une élite, une vraie élite en plus, parce que c'était beaucoup plus sélectif. Et cette élite n'était pas coupée du peuple puisqu'elle ne pouvait pas former une classe en soi. Elle était diluée, si vous voulez, dans la population. Et avec l'accès massif à l'éducation supérieure, vous vous retrouvez avec 30-40% d'une population qui se retrouve à faire des études supérieures. Et donc, c'est ce que dit Emmanuel Todd. En fait, cette population se constitue en tant que classe et formant une proportion élevée, donc de l'ordre de 30-40%, elle ne peut plus que se parler qu'à elle-même. C'est-à-dire qu'autrefois, les élites qui étaient peu nombreuses étaient obligées de parler au peuple. Là, on a 30-40% des gens qui peuvent vivre en vase clos et en fait constituer une classe en tant que telle.
et en fait produire des choses culturelles pour eux, vivre dans le monde, un monde clos pour eux-mêmes. Et en fait, ça a conduit, donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a un événement qui est l'accès massif à l'éducation supérieure, qui commence dans les années 60 à peu près, 60-70, et on arrive progressivement à cette sécession des élites, des gens qui forment une classe à part et surtout qui commencent à se dire qu'elles sont supérieures à tous ces gens qui n'appartiennent pas à cette classe, entre guillemets, éduquée. Donc ça, pour moi, ça c'est le premier point, et c'est quelque chose que j'entends pas vraiment souvent, la conséquence de cet accès massif à l'éducation supérieure. Et donc, ce qui m'amène aussi au deuxième point, c'est le développement des techniques et des moyens de communication. Parce on est arrivé avec la mondialisation, notamment moyens de communication, Internet, développement du transport aérien, avec la possibilité pour les élites des pays, notamment occidentaux, en fait, d'abolir les limites nationales. C'est-à-dire qu'autrefois, si on remonte même jusqu'à l'époque voilà, pré-industrielle, l'élite, un noble, il était ancré dans son territoire, il était allé à Paris, c'était toute une aventure. Donc il était lié à son domaine local, et aller à la capitale, au centre du pouvoir, c'était déjà un événement en soi. Mais aujourd'hui, avec l'avion et Internet, les élites ont une illusion, et on reviendra parce que c'est une illusion, l'illusion qu'en fait, les élites de tous les pays peuvent se parler entre elles. Je n'ai pas retrouvé la citation, mais je l'avais entendue. Quelqu'un qui disait, un représentant de l'intelligentsia française, qui disait qu'aujourd'hui, une élite parisienne se sent plus proche d'une autre élite de New York ou de Tokyo que de son propre citoyen, de son pays, du paysan picard, de l'agriculteur lorrain. Donc en fait, il y a eu une mise en parallèle des élites, notamment occidentales, de l'Allemagne, de la France, des États-Unis, et en fait, qui forment une classe, une hyperclasse, qui non seulement se pense en tant que classe, mais en plus qui transcende les barrières nationales pour former une classe cosmopolite. Donc pour moi, il y a ces deux facteurs qui expliquent la sécession des élites, l'accès massif à l'éducation et les moyens de communication et de transport qui ont permis de créer une classe, enfin en tout cas une classe mondialisée. Oui, alors même que l'accès finalement aux études supérieures ne donne pas forcément naissance à une élite intellectuelle. C'est vraiment une élite sociologique, ou du moins c'est un groupe de personnes qui se définit lui-même comme étant l'élite, mais à qui on n'a jamais transmis la légitimité de pouvoir se dire l'élite. Oui, oui, absolument. Et ça bien sûr, on On va en va y reparler. revenir tout à On l'heure, hein, va en c'est très revenir tout important à l'heure. Ouais, d'en ouais. parler. Mais moi, ce que je trouve aussi très amusant, c'est qu'il y a je dirais, il y a un effet de ruissellement, c'est-à-dire qu'il y a en effet des gens qui appartiennent à une élite et qui correspondent à ce que j'appelle, enfin, ce qui s'appelle, c'est pas une élite du mérite ou du succès ou quoi que ce soit, c'est un peu une élite du capitalisme de connivence, c'est-à-dire c'est des gens qui exploitent en grande partie, qui viennent souvent du monde de la politique et qui ont exploité leurs liens avec leur carnet d'adresses, etc., leur accès au levier du pouvoir, pour monnayer ça dans le privé ou tisser des liens avec des entreprises privées. En fait, c'est vraiment de la connivence entre une nouvelle oligarchie qui joue vraiment de son réseau et pas du tout de son talent. Donc ça, c'est le premier point, c'est la constitution de cette élite. Mm. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cette élite, il y a quelques gens qui sont au sommet, mais il y a une grande partie de gens, ce que Taleb appelle les intellectuels mais idiots, qui sont des gens qui pensent qu'ils font partie de cette élite parce qu'ils sont, entre guillemets, ils appartiennent à cette classe, mais ils ne sont pas avec les décideurs et ils suivent en fait l'impulsion qui est donnée par ceux qui sont en haut de la pyramide. Et en pensant qu'en se comportant comme leur maître, ça leur donne, ça leur fait partie de l'élite. Et ce qui est intéressant, vous l'avez dit très justement, c'est que c'est purement sociologique et culturel, parce que en reprenant, on va le voir, on va en parler, hein, les thèmes économiques, politiques, par exemple, le combat au niveau de l'Amérique de Trump, il y a ceux que Hillary Clinton appelle les déplorables, et Mm. il y a et tous ceux qui se reconnaissent pas dans cette Amérique rurale populaire qui est défendue par exemple par Trump, qui sont plutôt les gens qui vivent dans les grandes villes, qui ont des métiers dans le service, etc. Eux, parce qu'ils ne sont pas populaires, ont l'impression qu'ils font partie de la nouvelle élite. Ceux qui sont pour le cosmopolitisme, qui sont pour le supranationalisme, ont l'impression, parce qu'ils adoptent ces idées-là, font partie de l'élite éclairée. Mais c'est toute la thèse du dernier livre de Jérôme Sainte-Marie sur la sociologie des votes en France, qui dit que justement, il y a deux classes de personnes aujourd'hui qui votent, et c'est comme ça qu'on doit envisager le futur politique français. C'est que la classe moyenne, qui va être celle qui fera basculer les futures élections,
a tendance aujourd'hui à adopter les mêmes attitudes que la bourgeoisie et la haute bourgeoisie à laquelle elle aimerait appartenir, et donc qu'elle singe politiquement finalement, mais qui, le jour où elle comprendra que adopter les mêmes votes, les mêmes attitudes n'est en réalité pas dans son intérêt, la classe moyenne se retournera et ira vers les intérêts populaires. Et donc là, à ce moment-là, le peuple reprendra le pouvoir et sortira du mépris que la bourgeoisie lui fait subir. Mais ce problème-là aux États-Unis, c'est ce problème-là en France. Ce problème, il existe partout. Et vous avez tout à fait raison de dire que, oui, en fonction des emplacements géographiques et en fonction de la sociologie, eh bien, on reproduit des comportements et on aimerait se croire membre de cette élite alors que finalement, on ne l'est pas du tout. Et que l'élite, c'est 2% de personnes. Et ça ne peut pas être 40% de personnes, par définition. Ouais, exactement. Oui, mais moi, ce que je trouve aussi à la fois fascinant et à la fois extrêmement inquiétant, c'est qu'on a pour la première fois une élite qui s'est construite, en tout cas psychologiquement et culturellement, en opposition au peuple. C'est-à-dire que tout ce qu'aime le peuple aime son pays, le nationalisme c'est dangereux, Mm. le peuple a une identité, a une culture, il faut la nier, il faut la dissoudre, on est tous des citoyens du monde, le peuple est attaché à ses traditions, à ses coutumes, voilà, à son terroir, à même sa gastronomie, son art de vivre. Au contraire, il faut prôner le multiculturalisme. Et en fait, on a vraiment cette scission parce que même autrefois, même des élites, et même on peut retrouver ça dans des textes même de gens de gauche, par exemple des textes de Jaurès, qui étaient des gens qui étaient des élites et qui étaient pas forcément extrêmement nationalistes, mais qui avaient un amour du peuple et un amour de leur pays. Et aujourd'hui, le simple fait d'aimer son pays et d'avoir une identité, c'est psychologiquement et culturellement un marqueur contre lequel s'est construit l'élite. L'élite veut abolir les nations, veut abolir les identités. Et elle pense qu'en faisant ça, elle est éclairée, elle a dépassé, elle est dans la logique de progrès, elle a dépassé ce qui est, c'est ce que disait avec un souverain mépris BHL ou d'autres, ses camarades, c'est le français, le bidochon, avec son pinard, ce saucisson, qui aime son pays, ça c'est ringard. Et ça, c'est incroyable. On est arrivé dans une situation où l'élite se construit en opposition au peuple. Absolument. Et pour poursuivre votre propos, j'avais noté par anticipation cette phrase de Bertolt Brecht qui est bien connue. Puisque le peuple vote mal, il faut dissoudre le peuple, pour reprendre les notions de dissolution que vous évoquiez tout à l'heure. Et puis deux faits très récents. Hein, vous regardez le dernier tweet de Jean-Michel Apathy à propos du PRCF, qui est quand même un parti, c'est une sorte de petite antenne du Parti communiste français qui est ultra-patriote et qui est favorable à la sortie de la France de l'Union européenne. Jean-Michel Apathy vient à traiter les membres du PRCF de fascistes aujourd'hui juste parce qu'ils ont un amour de la France et qu'ils le revendiquent. Donc, premier point. Deuxième point, Christophe Barbier qui appelle maintenant à repousser Noël au 25 mars. On en est à ce point-là parce que de toute façon, Noël, c'est quelque chose aussi qui est négociable. Tout est négociable aujourd'hui et l'identité du peuple français est négociable. Mais en fait, dans le passé, et vous avez évoqué Jaurès par exemple, bon, on avait des élites qui étaient en place, mais c'était des élites qui avaient un minimum, après on peut retravailler politiquement, mais qui avaient un minimum peut-être de bienveillance quand même, et qui avaient un minimum surtout d'intellect, et qui savaient tenir leur place, et qui n'étaient pas aussi arrogantes que les élites que nous avons actuellement. Parce qu'actuellement, on a des gens qui sont foncièrement bêtes et arrogants et qui prétendent nous dicter notre vie. D'où vient cette arrogance? Vous parlez beaucoup du concept de skin in the game dans vos écrits. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer? Est-ce que vous faites un lien entre ce que vous appelez l'absence donc de skin in the game et l'arrogance des élites actuelles? Oui, absolument. C'est le problème, c'est que alors, le skin in the game, c'est jouer sa peau. C'est un concept qui a été popularisé par le philosophe et mathématicien Nassim Nicolas Taleb, et j'en parle beaucoup dans mon livre. Ces concepts sont extrêmement intéressants et influents. Et en fait, ce qu'il dit, c'est qu'il faut toujours jouer sa peau, c'est-à-dire qu'il ne faut jamais prendre une décision sans être exposé à ses conséquences. Et ça, en fait, c'était une loi qu'on retrouvait dans l'histoire, c'est-à-dire que, par exemple, les rois ou les généraux étaient sur le champ de bataille, étaient dans la mêlée, étaient parfois même ceux qui étaient en premier dans la mêlée pour foncer sur l'ennemi. Je pense par exemple à Alexandre qui fonce sur Darius, voilà, avec son cheval. C'est même des rois qui sont capturés, etc. Les chefs d'entreprise, voilà, quand un chef d'entreprise faisait faillite, il perdait tout. Il y a eu vraiment des faillites spectaculaires. Et donc ça s'est perdu aujourd'hui. On est des gens qui sont purement dans la prise de décision, mais sans être exposés aux conséquences. Donc les conséquences économiques ne les touchent pas,
les mauvaises décisions, par exemple, on voit ce qui s'est passé, par exemple, on a voulu neutraliser des dictateurs, que ce soit Saddam Hussein, que ce soit Kadhafi en Libye, au nom de la démocratie, mais on a vu qu'on a détruit des pays, et notamment dans le cas de la Libye, on a cassé le verrou, parce que la Libye, c'était le verrou de l'Afrique qui empêchait l'Afrique subsaharienne de se déverser sur l'Europe. Et donc, en cassant ce verrou, on a ouvert les problèmes de crise migratoire et en plus de prise de contrôle par l'islam radical, par les milices djihadistes, etc. Et donc, ces gens ne sont pas du tout exposés aux conséquences de leur acte. Et même aujourd'hui, on va même plus loin que ça. C'est que même quand il y a des cas avérés de malversation, de fraude, de corruption, ils ne sont absolument pas inquiétés, ou en tout cas ils sont mis au placard pendant 5-6 mois, on ne les voit plus, et après ils reviennent à des postes de complaisance, etc. Et il y a par exemple un des très bons livres que je conseille à nos auditeurs, de Vincent Jauvert, qui est un journaliste français, qui a écrit 2 livres, qui s'appellent Les Intouchables d'État et Les Voraces, où il détaille de manière extrêmement documentée la corruption et l'absence absolue de conséquences pour les élites françaises. Et je pense que c'est vrai pour toutes les élites, mais c'est encore plus vrai pour les élites françaises parce qu'il y a une concentration du pouvoir à Paris et il y a une endogamie absolue dans les milieux, c'est-à-dire que ces gens-là vont à l'école ensemble, se marient ensemble, travaillent ensemble et viennent tous du même monde, ce qui accroît la collusion. Oui, mais Stanislas, regardez, il faut aussi un moment qu'on interroge le peuple français. Parce que, certes, ces gens ne jouent pas leur peau, mais en même temps, quand vous avez quelqu'un comme Alain Juppé, qui est condamné à faire de la prison, qui part au Canada, qui revient et qui se retrouve candidat aux élections présidentielles en 2017 et pendant un bon moment favori des sondages, avec des gens qui, quand même, ils trouvent quand même des gens pour aller tracter pour lui dans la rue et faire campagne pour lui, il y a quand même des questions qui se posent. Quand vous avez Laurent Fabius qui baigne jusqu'au cou dans l'affaire du sang contaminé, qui n'a jamais été réellement condamné pour ça et qui se retrouve président du Conseil constitutionnel aujourd'hui, bon, bah certes, on est un petit peu scandalisé, on en discute certainement au repas de famille le dimanche, mais ça ne va pas plus loin. On ne met en place aucune action pour dire non, mais là, c'est pas possible. Donc, le peuple est également, sans aucun mépris en disant le peuple, parce que vous et moi en faisons partie, hein, le peuple, c'est ce qui subit quand même l'influence des élites, mais on est quand même très passif face à la situation. Oui, c'est vrai, mais alors c'est le problème, c'est quel est le contre-pouvoir? Quel est le contre-pouvoir? Et je crois qu'il y a surtout 2 choses. Je voudrais revenir sur ce que vous venez de dire, et j'en ai parlé dans des précédents entretiens. C'est que je pense que pour beaucoup de gens, il y a il y a eu un basculement qui a eu lieu, dont on a parlé dans les années 60-70, et je crois que c'est tellement énorme que les gens n'ont pas pris conscience que les élites n'étaient pas là pour défendre le bien commun et défendre leur intérêt. Et je pense que c'est très difficile. Moi, je pense que psychologiquement, c'est la même chose que d'admettre que vos parents vous veuillent du mal. C'est très difficile d'admettre que les gens qui sont censés vous protéger, qui ont même, je veux dire, engagé leur vie, fait un choix de carrière, de profession, de servir le bien commun, en fait, ont dévoyé cet engagement et pour le mettre uniquement à leur profit. Et d'autant plus dans un pays comme la France, où on a quand même, la France, c'est cette belle phrase qui dit que c'est un État qui a construit une nation. Donc la France a été construite par des grands serviteurs de l'État. On pense à des gens comme Richelieu, comme Colbert, même De Gaulle qui disait encore il y a 50 ans aux futurs hauts fonctionnaires de l'ENA, enfin aux élèves de l'ENA, il leur disait, c'est une phrase que je trouve extraordinaire, il leur disait, vous avez fait le choix de servir la plus haute fonction de l'ordre temporel qui soit, servir l'État. Donc De Gaulle concevait ça encore il y a 50 ans comme presque rentrer dans un ordre religieux. Servir l'État, c'était presque devenir un moine au service de la France. Donc je pense que les Français ont grandi, ont une tradition historique de cette idée de désintérêt, de service de l'intérêt général, et ont du mal à imaginer qu'on puisse dévoyer cet engagement. Et je voudrais aussi terminer sur ce point, c'est qu'en France, on a quand même une tradition de faction des élites. Il y a eu la fronde, il y a toujours eu une révolte des parlements. Et autrefois, celui qui était censé être l'arbitre entre le peuple et les élites et remettre les élites et faire en sorte que les élites se tiennent à carreau, c'était le roi. C'était Oui, c'est son, juste. c'était son rôle. Il y avait cet arbitre entre le peuple et les élites qui était censé être celui qui défend l'intérêt général. Et quand les élites allaient trop loin, il était théoriquement, et d'ailleurs il n'a pas toujours réussi à le faire, il était censé intervenir et un peu remettre chacun à sa place. Et aujourd'hui, il n'y a plus cette autorité
qui anthropologiquement, et j'en parle dans mon livre, a structuré la France. Et du coup, les élites sont en roue libre, parce qu'il n'y a plus personne pour les recadrer et pour avoir cette autorité qui a du recul par rapport à leur action. Absolument, absolument. C'est vrai qu'on leur laisse les mains totalement libres. Et puis, bah, de toute façon, vous prenez le président de la République actuelle, c'est quelqu'un qui en est issu et qui le revendique haut et fort. Donc, forcément, elles sont libres. Oui, Bon, qu'est-ce qui tout va à se fait. passer? Elles vont Ouais. elles vont se calmer d'elles-mêmes ou il va se passer un événement majeur pour peut-être leur faire prendre conscience qu'il est temps de changer? Bah, écoutez, déjà, il y a une chose, je voudrais juste revenir sur ce que vous venez de dire à l'instant au sujet d'Emmanuel Macron, du président actuel de la République, c'est que là aussi, il y a eu une modification importante. C'est on arrive aujourd'hui à la fusion complète justement de cette oligarchie. Parce qu'avant, il y avait encore une séparation entre les gens qui servaient l'État et les gens qui travaillaient dans le privé. Et aujourd'hui, avec Emmanuel Macron, on arrive à quelqu'un qui vient du milieu de la banque, de la finance, qui est passé autrefois par l'ENA, qui aujourd'hui arrive au pouvoir et qui entraîne tous les gens dans son sillage. Et dans l'enquête que j'ai citée, Vincent Jauvert explique très bien que jamais, ça existait un peu par le passé, mais depuis l'élection d'Emmanuel Macron, toutes les digues ont sauté et il n'y a jamais eu autant de gens qui passent du public au privé, qui vendent leur carnet d'adresses. Enfin, vraiment, il y a plus du tout cette éthique qui tenait encore dans les années 90-2000, de dire que quand on sert l'État, on ne sert pas le privé, on ne fait pas le mercenaire qui passe de l'un à l'autre. Ça, cette éthique-là, elle a complètement été balayée. Et je pense qu'aujourd'hui, notamment, on l'a vu avec la gestion de la crise du Covid, on est vraiment en train d'en payer les conséquences. Oui, enfin, le personnel politique des années 90-2000, qui plus est lorsqu'il était de droite et qui se revendiquait lui-même gaulliste, comme une belle étiquette qu'on se colle à soi-même, aujourd'hui n'a aucun problème à aller dans le privé, hein. Il faut prendre les cas de François Fillon et les cas de Nicolas Sarkozy, notamment pour le groupe Accor. C'est assez flagrant quand même. C'est-à-dire que là, c'est le dernier président de la République UMP et son dernier Premier ministre qui sont passés servir les intérêts du privé. Donc à partir du Oui, moment où vous avez ça, tout le monde peut passer dans le privé, hein, sans problème, hein. Quand vous avez du oui. général Pierre de Villiers qui va vendre ses conseils au groupe Boston aux États-Unis et qui derrière vient faire la tournée des plateaux, certainement avant de se déclarer candidat à la plus haute fonction française, bon, voilà, c'est vrai que c'est une digue qui a sauté et finalement on a l'impression que ça dérange personne et que c'est accepté, c'est une pratique commune, quoi. Voilà. Oui, absolument, absolument. Même Édouard Philippe qui est passé chez Atos pour conseiller sur les radars. Bref. Bref. Alors oui, il y a quand même quelque chose, et on en parlait tout à l'heure, qui est assez choquant aussi, c'est qu'on se laisse marcher dessus par une élite qui est... Ah, vous avez un bruit de fond, Stanislas? Je ne sais pas si... Ah oui, c'est bon. Ouais, bon, ça va disparaître. On a quand même quelque chose qui est choquant, c'est que cette élite qui nous marche dessus n'a jamais semblé être aussi bête. Elle est foncièrement très médiocre. Comment se fait-il qu'elle puisse être aussi médiocre? Ah oui, alors ça c'est un grand sujet pour moi, c'est la formation des élites. Et en effet, il y a cette arrogance des élites qui pensent savoir et en fait, en réalité, qui sont en réalité très ignorantes. Alors moi, je pense que c'est lié en grande partie, d'une part à leur formation et d'une part à leur mode de sélection. Et moi, je peux en parler beaucoup plus librement parce que je suis passé, enfin, j'aurais pu partir sur cette voie qu'on appelle la voie royale où on passe par la prépa, les grandes écoles, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que ce qu'on apprenait était complètement bidon, notamment sur le plan économique, et nous préparait pas du tout à faire face aux réels et aux problèmes réels. Et c'est pour ça qu'après, j'ai vite dévié pour créer mon entreprise et travailler dans le monde de l'entreprise, où on a quand même un peu plus une culture du résultat et on est beaucoup plus sanctionné, justement, jouer sa peau que dans le monde factice de la bureaucratie et des soi-disant écoles d'excellence françaises. Et donc, il y a deux choses. C'est que d'une part, c'est la méthode de sélection. C'est-à-dire qu'en France, vous êtes sélectionné sur quoi? Sur votre capacité à mémoriser des connaissances, d'ailleurs, qui souvent n'ont aucun intérêt réel, et votre capacité à les recracher. Et en fait, c'est un exercice, on en parlait récemment avec Charles Gave, c'est un exercice de domestication. C'est-à-dire que vous ne choisissez pas les gens, les vrais leaders,
qui sont des gens combatifs, qui sont audacieux, qui prennent des risques, qui ont un caractère. Vous sélectionnez des gens qui sont par ailleurs intelligents, avec quand même certaines capacités intellectuelles, il ne faut pas le nier, mais qui sont dociles, qui sont prêts à assimiler des tonnes de connaissances, souvent inutiles, sur les bancs de l'école pendant des années. Et après, c'est à ces gens-là que vous confiez les leviers du pouvoir. Et d'ailleurs, je pense que ça vous est sans doute déjà arrivé de le faire. Il faut lire les comptes rendus des jurys de concours de l'ENA pour voir l'ampleur du désastre. C'est-à-dire que les gens qui sélectionnent les futurs énarques disent eux-mêmes que ce sont des gens sans relief, formatés de A à Z, incapables de penser par eux-mêmes. Chaque année, c'est un jeu de massacre. Et ça continue. Je veux dire, la tendance n'est jamais inversée. Mais comment s'en étonner, puisque tout le système scolaire en amont prépare les gens et sélectionne sur ces critères-là. Si vous osez sortir du rang, je veux dire, vous êtes sanctionné, vous avez des mauvaises notes, vous n'allez plus, donc les accès aux grandes écoles vous sont formés. Ensuite, n'ayant pas les diplômes qu'il faut, bah, vous n'avez pas accès aux responsabilités, etc. Donc en fait, il y a tout des gens qui sont éliminés du système. En fait, c'est ça, c'est un vrai processus de domestication à l'envers, c'est-à-dire de sélection à l'envers, c'est-à-dire que les gens qui pourraient être les meilleurs sont éjectés du système et on garde que les plus dociles, les plus soumis et les plus mous. Pour ceux qui veulent rire un coup, il y a encore mieux que ces comptes rendus-là. Il y a les vidéos des concours d'éloquence des grandes écoles françaises qui sont disponibles sur YouTube, où vous voyez le physique des gens qui passent pendant un quart d'heure derrière le pupitre. Vous voyez leur physique, leur gestuelle. Au-delà du fond du propos, vraiment, c'est la forme. C'est sidérant et vous dites, c'est pas possible que ces gens-là, demain, incarnent la France. Voilà, vous passez après Clovis, après Louis XIV, après Napoléon, après Charles de Gaulle, et il y a Jean-Augustin, 40 kilos, 1,70 m. Enfin, ça va pas du tout, quoi. Et c'est vrai qu'instinctivement, vous vous dites, ce type-là, c'est pas l'élite de mon pays. Ce type-là, il va pas prendre de décision pour moi. Et pourtant, comme vous n'êtes pas au courant, c'est ce gars-là qui décide pour vous. Oui, absolument. Et alors moi, ce que je trouve d'autant plus, vous avez raison. Moi, j'ai eu l'occasion d'échanger avec quelqu'un qui formait à l'ENA, enfin qui intervenait sur un sujet très spécifique, très technique à l'ENA. Et elle était sidérée par le manque de connaissances, mais du monde réel, c'est-à-dire comment ça se passe dans les gens. C'était des problématiques, par exemple, de, de garde d'enfants, etc. Et comment ça se passe quand la police vient vous chercher la nuit, quand un enfant est en danger. Et cette personne m'a dit, il tombait des nues, il pensait pas que ça se passait comme ça, il pensait, je sais pas, que tout se passait sur dossier, que aller chercher un enfant dans sa famille, voilà, ça peut poser des problèmes, il y a des problématiques à gérer, et que derrière la décision bureaucratique, il y a des gens, des policiers, des travailleurs sociaux qui doivent intervenir dans des situations très très compliquées. Et eux tombaient des nues, pensaient que c'est dans le monde réel, ces choses-là n'existaient pas, et elle disait ce qui inquiétait cette personne, c'est que leur seul objectif à l'ENA aujourd'hui, je ne sais pas comment c'était avant, c'est réduire les inégalités. C'est leur obsession, tout doit être fait pour réduire les inégalités. Ils sont formatés à 100% là-dessus. C'est pas comment on va créer de la richesse, comment on va s'assurer que les Français soient en sécurité, comment on va développer la puissance française. C'est comment réduire les inégalités et, si possible, en faisant de la dépense publique et en créant des commissions, des mécanismes bureaucratiques qui coûtent beaucoup d'argent à l'État français pour résoudre ces problèmes. Voilà, c'est simple. Et donc, forcément, le meilleur moyen de résoudre les inégalités, c'est en faisant un nivellement par le bas. C'est plus pratique. Et Exactement. c'est ce qui s'applique à faire Exactement. depuis 30 ans. Voilà, et ce nivellement par le bas, s'applique également à eux, puisque ce que je trouve fascinant avec ces gens, c'est leur niveau d'ignorance qui n'est proportionnel qu'à leur arrogance. C'est-à-dire que, et c'est impossible pour eux d'imaginer qu'il y a des choses qu'ils ne savent pas, parce qu'il y a tout un pan de la connaissance qui leur a été fermé. Et bon, ça se voit dans plusieurs sujets. Bon, déjà, souvent, ils ont une très très faible culture historique. Mm. Ils n'ont aucun recul, ils ne connaissent pas du tout ce qui s'est passé, même l'histoire de leur propre pays. Il y a par exemple dans le cas, tout ce qui touche à l'anthropologie, à la culture, il y a une méconnaissance totale, il y a cette idée, ils plaquent toujours des concepts et des idées qui sont propres à l'Occident ou à la culture française sur les autres cultures. Ça se voit parfaitement dans le cas de l'islam. Moi, je compte plus les fois où j'ai eu des discussions avec des gens qui pensent que l'islam, c'est juste un christianisme avec des mosquées.
qui n'ont pas du tout compris que c'est un système anthropologique, culturel complètement différent, même qui ne conçoivent pas que dans l'islam, il n'y a pas de séparation du temporel et du spirituel, ce qui est permis en France par la laïcité qui elle-même découle du christianisme. Enfin, toutes ces choses-là, ils les ignorent et ils refusent même d'accepter qu'ils les ignorent. Moi, j'ai essayé d'en parler une fois avec quelqu'un, un élu, qui m'a dit, mais de toute façon, islam et christianisme, c'est la même chose, hein, c'est des religions. Hein. Ouais. Ce genre Et de les mêmes qui discussion. vous parlent d'ouverture d'esprit et de s'intéresser à l'autre, Exactement. etc., sont en fait incapables de le faire. Absolument incapables. Oui, tout à fait. Et le dernier point qui est mon cœur de métier à la base, qui est l'analyse économique, sur l'économie, ils ne comprennent absolument rien. Ils ne comprennent vraiment pas comment ça marche. Ils ont une vision, et on en parlera peut-être après, sur tout ce qui touche à la contraction énergétique, les problèmes d'énergie qui sont centraux. Ça, ils n'ont toujours pas compris comment ça fonctionne, alors que bon, il y a quand même un volume d'éléments assez important, même des gens aujourd'hui en France comme Jean-Marc Jancovici qui essayent de vulgariser ça. Et ils ne comprennent absolument rien. Ils continuent à penser que on est dans un monde où il faut de la croissance, l'emploi va revenir. Ils ont toujours pas compris ce qui est en train de se passer. Ils comprennent rien sur le plan sécuritaire et sur le plan des problématiques liées à l'islam. Ils comprennent rien sur l'économie. Et donc, ça fait par exemple 40 ans qu'ils essayent de résoudre la question du chômage structurel. Et ils ont toujours pas compris comment ça fonctionne et pourquoi ce chômage structurel est là. Et donc, ne comprenons pas comment ce phénomène se produit, ils n'ont aucune chance de pouvoir le résoudre. Oui, mais du coup, il y a quand même quelque chose qui est également choquant, là, pour le coup. C'est d'un côté, vous avez cette élite qui a une phase, je dirais, d'intelligence qui est en perte constante. D'année en année, ça diminue et ça ne va pas s'arranger puisque bah, maintenant, le bac, on le distribue. Donc, derrière les études supérieures, c'est la même chose. Hein, à l'occasion de cette crise sanitaire, ça va devenir de pire en pire. Donc, leur intelligence va diminuer. Et après, vous avez une base de personnes qui, certes, n'est qu'une minorité pour l'instant. Il faudrait qu'on puisse la quantifier. C'est difficile parce que beaucoup restent sous les radars. Mais il y a une base de personnes, dit dans notre camp, entre guillemets, avec toutes les nuances qu'il y a, mais au sein du peuple, qui en a marre et qui s'éduque par lui-même, qui se reprend en main et qui est bien plus avancé intellectuellement que les dites élites. Pour autant, on a la sensation qu'on bute contre un plafond de verre, on n'arrive pas à prendre leur place. C'est à peine si on les chatouille. Comment ça se fait? Ouais, alors ça c'est en effet c'est un vrai problème et vous avez entièrement raison. Il y a beaucoup de gens qui se forment par eux-mêmes. Moi, ça a été mon cas, et d'ailleurs souvent avec un haut niveau. Et il y a une chose aussi que je veux dire, c'est que les élites françaises pêchent une fois de plus par leur anthropocentrisme, c'est-à-dire qu'elles sont très peu comparées aux élites étrangères. Je peux vous dire que quand on a travaillé à l'étranger et qu'on a un peu voyagé et qu'on a eu l'occasion de se frotter à des élites d'autres pays, que ce soit les Russes, que ce soit même les Anglais, les Américains, certains pays asiatiques, on voit clairement le fossé qui existe entre les pseudo-élites françaises et les élites des autres pays, et on comprend pourquoi la France se déclasse. Et juste pour terminer sur ce que vous disiez sur la chute du niveau, moi j'ai vu un élément très intéressant récemment, où le niveau baisse, mais le niveau baisse pour tout le monde. Et vous avez absolument raison de le dire. Et par exemple, il faut savoir qu'aujourd'hui, le niveau du fils de cadre de 2017, c'est le même niveau de celui de l'ouvrier de 1987. Hmm. Donc, il faut voir qu'il y a eu cet effondrement du niveau. Et je suis d'accord avec vous entièrement sur la capacité de créer une nouvelle élite. Ça, c'est pour moi l'enjeu majeur de la France de 2020, c'est créer cette nouvelle élite. Bah, Alors, je me permets juste pour le mot oui, pour rire, mais notre ami Stéphane Edouard a retweeté hier, je crois, un tweet d'une jeune femme qui disait un acte d'humilité en 2020, ce qui vous rappelle l'humilité, jouer une édition de Trivial Poursuite de 1984. Voilà. ouais, Et là, absolument. Ouais, ouais. voilà. Et là, pour l'avoir fait une fois, c'est vrai quand même que vous prenez une claque et que vous comprenez que non, par rapport aux gens qui vous ont précédé, vous n'êtes rien, vous n'avez pas de culture et il faut travailler. Et si vous ne travaillez pas, bah voilà, vous avez ce déclassement. Malgré le fait que nous, on va considérer qu'on est en avance intellectuellement sur les personnes de la dite élite. Bah, même ça, effectivement, même notre niveau tombe. Ouais. Ouais, ouais, non, mais absolument. Et il suffit, par exemple, vous avez raison, même plus que ça, c'est de lire, par exemple, les lettres des poilus de la Grande Guerre. Là, on faisait le 11 novembre récemment. Quand on lit des gens qui avaient, voilà, qui savaient à peine lire et écrire, enfin, qui n'avaient même pas été au lycée
et qui ont cette finesse dans l'expression, la syntaxe est juste, c'est écrit dans un français qui est absolument remarquable, que même les journalistes d'aujourd'hui n'utilisent plus. On dit, mais quel peuple on avait quand on voit le pauvre gars qui était dans sa tranchée, qui avait peut-être fait 5 ans ou 6 ans d'études à tout casser, comment il écrivait avec une finesse et une précision, c'est en effet quelque chose qu'on a perdu. Ça, je suis entièrement d'accord avec vous, et je suis entièrement d'accord avec vous sur le fait qu'il faut travailler. Il faut lire, ça je le redirai jamais assez, il faut lire, lire, lire et relire, il ne faut pas se contenter. Aujourd'hui, il y a quand même une culture de l'écran, on est dans une société qui est une société de plus en plus de l'oral et de l'image plutôt que de l'écrit, et ça on le sait qu'il y a énormément de travaux en neurologie ou au niveau cognitif sur le sujet qui disent qu'une civilisation qui est seulement dans l'oral et dans l'image est une civilisation qui dégrade ses capacités cognitives. On a besoin de lire, on a besoin de travailler avec ses mains, on a besoin d'écrire à la main, on a besoin de manipuler de la matière, et le fait qu'on est dans un monde de plus en plus virtuel et de plus en plus détaché du monde naturel, parce qu'on vit dans les villes, on fait tout par des écrans, par l'informatique, par le numérique, on ne touche plus de la matière, ça contribue à dégrader significativement nos capacités cognitives. Et par exemple, on sait que pour les enfants, mettre un enfant devant un écran, c'est dégrader ses capacités cognitives de façon significative. Idéalement, il ne faudrait pas d'écran avant 7 ans. Ah bah, il faut lire l'excellent livre de Michel Desmurget, TV Oui, Lobotomie, sur ce sujet. Et puis La fabrique du crétin numérique qu'il a sorti l'année ouais, dernière. du crétin Voilà. digital, oui, Bah, absolument. Ouais, ouais. digital, voilà, qui sont 2 livres vraiment essentiels pour le comprendre. Alors bon, même si on dit, bah oui, effectivement, les écrans, c'est mal, et puis on y passe quand même 10 heures par jour devant. Et ça, c'est aussi un point intéressant, c'est que notre niveau baisse, alors même que quoi que nous fassions dans notre journée, nous avons accès, grâce à Internet aujourd'hui, à la culture. Vous baladez en ville, vous pouvez prendre un podcast avec vous. Même au travail, en réalisant des travaux, vous pouvez écouter une émission, un vieux podcast en fond. Derrière, vous pouvez faire une pause avec ça, un livre, qu'il soit sous forme digitale ou sous forme physique. Et pour autant, malgré tous ces moyens-là, effectivement, notre niveau baisse parce qu'on n'a plus cette capacité d'autodiscipline pour nous forcer à travailler. Et puis, quand bien même on écoute un podcast, et ben, la formation passe et disparaît automatiquement. On doit conserver 5% de l'information au total, quoi. Donc, Ouais. Mais pour répondre pratiquement à votre question, c'est comment on fait? Moi, je pense qu'il y a, alors là encore, un équilibre à trouver, mais je pense qu'il faut se tenir à distance autant que possible des écueils de la modernité. Justement, par exemple, s'imposer de lire sur des livres papier, s'imposer des temps où on se coupe de l'informatique, des écrans, où on retrouve un peu la solitude, la méditation, on écrit à la main, par exemple. Ce qu'on faisait autrefois, c'est par exemple tenir un journal chaque soir, écrire ses pensées, avoir un peu de retour. Et ça, on peut avoir une hygiène de vie. Par exemple, éviter d'avoir un smartphone, ou en tout cas de le consulter toutes les 5 minutes. Enfin, il y a des choses qu'on peut faire pour se déconnecter de ce monde qui, vous avez entièrement raison, quoi qu'on fasse, nous prend un peu dans ses filets. absolument, absolument. Je tiens, là, ça me traverse l'esprit, je tiens à dire à toutes les personnes qui sont intéressées par notre échange depuis tout à l'heure qu'on peut quand même vous consulter sous format vidéo et audio, et notamment, on va leur faire un petit peu de publicité, à votre conférence que vous avez tenue il y a quelques semaines à la librairie des Deux Cités. Donc, Oui, elle est absolument. disponible en ligne. Voilà, donc retournez au livre, prenez 2 heures avant quand même pour regarder la conférence de Stanislas, qui est disponible sur la chaîne YouTube de la librairie des Deux Cités. Voilà. Est-ce que vous pensez qu'on y arrivera? Est-ce qu'on arrivera à prendre leur place? Est-ce qu'il va falloir un événement? Vous parlez aussi beaucoup du concept du signe noir, voilà, qui est un concept à la mode, on en entend parler énormément. Pour autant, on a du mal à mettre exactement une définition dessus. Vous pouvez nous en parler, dire est-ce que la crise du Covid est un signe noir, et est-ce que ça va faire basculer la configuration politique? Non, 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 pas du tout. Déjà, même Taleb lui-même, donc, qui a popularisé, enfin, développé et popularisé ce concept, l'a dit, le fait, le Covid n'était pas du tout un signe noir, puisque vu l'augmentation des échanges et la configuration de la mondialisation, c'était qu'une question de temps avant qu'il y ait une épidémie qui se diffuse aussi massivement. Et d'ailleurs, lui-même, dès les années 2010, il en parle déjà dans son livre en 2008, il a écrit noir sur blanc, on peut retrouver les extraits sur Internet, du fait qu'une pandémie se développera et passera par les aéroports qui sont des vecteurs, enfin par les avions, qui sont des vecteurs de contamination. Et lui-même avait été contacté dès 2010 par des pays comme Singapour ou Taïwan pour les préparer à une pandémie.
Donc, et eux, quand le Covid a frappé ou quand il y a eu le SARS avant, ont juste sorti les plans qu'ils avaient développés avec Taleb. Donc, c'était pas du tout là encore, ça montre la nullité absolue de nos élites, parce que les pays qui ont été épargnés par le Covid s'étaient préparés 10 ans ou 12 ans à l'avance à ce genre, en ayant consulté les plus grands spécialistes mondiaux, et donc étaient prêts. Mais donc, c'était pas du tout un signe noir. Et moi, je pense que de toute façon, même si y avait un effondrement, les gens qui ont le pouvoir ne lâcheront pas le pouvoir, quoi qu'il arrive, parce que de toute façon, on en a un peu parlé au début de notre entretien, et je voudrais revenir là-dessus, c'est que de toute façon, ils pensent qu'eux ont la légitimité, qu'ils sont le bien avec un grand B, et que tous les populistes, tous ceux qui aiment leur pays, tous ceux qui aiment la nation sont des obscurs nazis rétrogrades qui représentent le mal. Et donc, on est dans une dimension presque religieuse, c'est-à-dire aller vers la grande dissolution des identités. C'est presque la grande parousie finale, c'est le jugement dernier où tous les hommes vont être sauvés par le multiculturalisme, etc. Donc, je pense que de toute façon, ils ne lâcheront pas le pouvoir. De toute façon, l'exemple parfait, c'est ce qui s'est passé aux États-Unis, où vous avez tous les médias internationaux qui étaient à fond derrière Biden, qui plus est les médias français, qui sont encore distingués par leur objectivité et leur capacité au pluralisme, et où les journalistes pleuraient de joie en apprenant l'élection de Biden, où Anne Hidalgo a fait sonner les cloches à Paris à 17h en apprenant que Biden était élu et en lui souhaitant Welcome back America en anglais dans le texte sur Twitter. C'est extraordinaire. Pour reprendre ce que vous disiez tout à l'heure sur les élites parisiennes qui sont plus proches des élites de New York que du paysan landais, quoi. C'est incroyable. Incroyable où nous en sommes. Donc, si ce n'est pas ça, finalement, cette crise-là qui va pousser un changement de paradigme, est-ce que, et ce sera une de mes dernières questions, parce que c'est un thème qui est cher pour vous, la contraction énergétique, est-ce que ce que vous appelez la contraction énergétique, et je vous demandais, s'il vous plaît, de nous expliquer en 5 minutes ce que c'est, est-ce que ce phénomène pourra à terme faire changer le paradigme politique ou est-ce que ça aussi, ce ne sera pas suffisant? Alors juste pour expliquer ce que c'est que la contraction énergétique, et je développe vraiment cette idée dans mon livre, toute la partie qui est consacrée à l'économie parle de ça. En fait, c'est simple, c'est qu'il y a cette idée qu'en fait, la plupart des modèles économiques sont faux, puisque l'économie, c'est de l'énergie et des ressources naturelles. Et en fait, depuis toute notre civilisation industrielle, elle a été construite sur des énergies fossiles et l'exploitation de ressources naturelles qui, à l'époque, quand on a commencé, donc au 19e siècle, étaient tellement abondantes qu'elles semblaient infinies. Et en fait, on s'est rendu compte aujourd'hui, avec 200 ans plus tard, 200 ans d'exploitation plus tard, que ce n'est pas le cas, qu'il y a des limites à ces ressources, à cette énergie, et donc que ça va passer des limites à la croissance. Et ça, c'est un rapport qui a été fait par des dynamiciens des systèmes dès les années 70 du MIT, qui s'appelle les limites de la croissance, Limits to Growth. Donc on a eu quand même 40 ans d'avertissement. Et en fait, nos élites, justement, n'en ont pas tenu compte. Et au contraire, on fait un contresens total. On pensait qu'il fallait aller de plus en plus dans la consommation, de plus en plus dans l'augmentation de population. Et en fait, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on est dans des sociétés qui sont surdimensionnées par rapport à nos besoins énergétiques. C'est-à-dire que, pour donner un exemple, c'est en gros, vous avez construit une maison quand vous aviez beaucoup d'argent avec 15 pièces, et en fait, vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, vous n'avez plus les moyens d'entretenir cette grande maison, mais le problème, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui viennent y habiter. Donc, vous voyez la problématique qui se pose. Donc, c'est des sujets qui sont assez techniques, qui demandent un petit peu de se former dessus, parce que ce n'est pas des choses qu'on peut trouver, des fois, il y a des choses qui sont même assez contre-intuitives. Et donc, c'est pour ça qu'il faut faire là au score un travail pour se former là-dessus. Et c'est un sujet qui est passionnant, et ce qui va arriver, c'est que les gens vont se rendre compte. Ça passe notamment par ce livre. Hein. Ça passe. Je pense que ce qui va arriver, c'est que les gens de plus en plus vont prendre conscience que les soi-disant élites leur ont menti à tous les niveaux. Ils s'en rendent compte sur l'insécurité, ils s'en rendent compte sur le vivre ensemble, ils s'en rendent compte sur, on leur promettait par exemple que l'Europe, ça allait apporter la croissance, tout le monde allait vivre heureux, il y aurait des rivières de lait et de miel qui allaient couler sur tous les pays européens. On s'est rendu compte que ce n'était pas le cas. Et là, ils vont se rendre compte que ce qu'on leur a dit, c'est-à-dire le retour de l'emploi, de la croissance, de notre mode de vie, est un pur mensonge. Et un mensonge de A à Z. Et alors là, ce qui va se passer, la question, c'est qui va réussir? Parce que moi, je ne pense pas qu'il faut toujours qu'il y ait une poussée. C'est-à-dire, et c'était votre question au début de cette partie, c'était de dire comment est-ce qu'on fait pour prendre le pouvoir. Et moi, je pense qu'il faut qu'il y ait cette nouvelle élite qui émerge,
Et il faut déjà, d'une part, que cette élite-là soit formée. Il faut qu'elle ait, parce qu'il faut qu'elle ait les outils que n'ont pas eu les élites actuelles. Il faut qu'elle ait l'amour de leur pays et l'amour de son peuple, mais surtout, il faut qu'elle ait conscience d'elle-même en tant qu'élite et qu'elle assume de prendre ses responsabilités. Oui, parce que vous le dites à un moment dans votre livre, pour ceux que ça intéresse, c'est au chapitre politique. Moi, je suis page 34. Vous dites qu'à chaque fois qu'il y a eu une crise, à partir de Napoléon, hein, quand vous prenez les exemples, vous dites qu'il y a une crise, il y a des troubles révolutionnaires, Napoléon arrive et il met fin. Derrière, il y a une instabilité politique, c'est Napoléon III qui arrive et qui met fin à l'instabilité politique. Puis vient la guerre, la Première Guerre mondiale, c'est Clémenceau qui sort du bois, qui arrive et qui nous mène à la victoire. Et puis enfin, on a d'autres instabilités, soit à l'occasion de la Seconde Guerre mondiale, soit après sur les instabilités qui suivront. Et à chaque fois, c'est Charles de Gaulle qui intervient et qui rétablit l'ordre et qui dirige la France. Donc finalement, il y a quand même un phénomène, et bon, vous avez commencé à Napoléon, mais c'est un phénomène qui est bien plus profond dans l'histoire de France. Il y a un phénomène à chaque fois qu'on rencontre une crise, il y a un homme providentiel qui surgit et qui mène le pays vers des temps meilleurs. Le problème, c'est peut-être une idée de travail que je vous suggère, le problème, c'est que tout ça a été fait avec le peuple français, selon l'anthropologie française et la culture française, avec un peuple qui est quasiment uni, un peuple autochtone qui compose 99% de la population. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore faisable, sachant que, enfin, on n'a pas de pourcentage du peuple autochtone restant, mais il est un petit peu plus dissolu qu'il ne l'était au 19e siècle. Oui, absolument. Mais après, ça, il y a deux questions dans votre propos. C'est que la question, c'est en effet, est-ce qu'on peut encore faire société? Et là, par exemple, on le voit parce que Jérôme Fourquet, dans son livre remarquable, dit la France n'est plus une nation, c'est un archipel. Mm. Donc, c'est déjà ce problème. Et on voit notamment, là, c'est de façon manifeste aux États-Unis, qu'il y a une vraie scission de la société avec deux camps qui ne se parlent même plus. Il n'y a même plus d'idée d'être transpartisan. C'est vraiment deux conceptions du monde et de l'existence qui se font face. Alors en France, c'est pas encore aussi polarisé, mais on y va. Et après, il y a la question en effet, du fameux homme providentiel qui va venir. Alors, il faut qu'il soit à la fois Jeanne d'Arc, à la fois Napoléon, à la fois De Gaulle. Ça fait beaucoup pour un seul homme. Ouais. Et c'est compliqué. Et même la question, c'est si cet homme-là arrivait aujourd'hui, est-ce que les Français le soutiendraient? Est-ce que les Français, parce qu'il ne faut pas se mentir, la situation aujourd'hui est tellement dégradée qu'elle va imposer des mesures radicales. Est-ce que les Français sont prêts à assumer ce retour de l'autorité? Parce que d'un côté, les Français demandent l'autorité, mais sont-ils prêts à voir ce que ça donne, la vraie autorité, quand elle est en action? Parce que l'autorité en action, c'est pas on est 15 autour de la table et on discute et c'est consensuel. C'est on tranche, on décide, on avance. Ça peut être parfois brutal, ça peut être parfois même injuste, mais l'important, c'est le résultat. Donc, est-ce que les Français qui demandent de l'autorité sont prêts à voir le retour de la vraie autorité? Et la question, c'est est-ce qu'on est encore capable de faire l'union du pays? Est-ce qu'il y a encore des gens qui sont capables de se retrouver au-delà de certaines divergences politiques sur quelque chose qui nous dépasse et qui est la France? Stanislas, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ou est-ce que nous pouvons mettre fin à notre entretien? Bah, écoutez, à vous de me dire si vous avez encore Moi, une question à me poser. non, on a, pour à mesure, on a exploré tout ce que je voulais voir avec vous. Peut-être pour terminer cet entretien, rappeler à nos auditeurs que effectivement votre conférence est en ligne, que sur les États-Unis, tiens, on leur fait un petit peu de pub en même temps. Nos amis de Radio Lorraine Enragée viennent de recevoir David Toscher dans leur émission spéciale élection américaine. David Toscher qui a écrit Vers les États-Unis, qui est un auteur lié au cercle Aristote, à qui nous passons également bonjour. Pierre Rougiron en particulier, qui a beaucoup œuvré aussi pour la constitution de la nouvelle élite de notre camp. Et puis, Stanislas, nous, on peut retrouver vos travaux donc, sur votre blog, sur Twitter, vous êtes extrêmement actif. Donc, voilà, on invite chacun à vous suivre sur Twitter. La conférence sur YouTube, vos passages médiatiques, que ce soit TV Liberté, Sud Radio et auprès de Charles Gave. Pour l'instant, ce sont vos seuls passages, si je dis pas de Oui, bêtises. enfin, on peut les retrouver. Il y a une rubrique média sur mon site où Ah bah tous mes voilà, passages parfait. médiatiques sont recensés. Et je voudrais terminer sur mon livre, puisqu'on parlait de former les élites. Ce livre, je l'ai écrit justement parce que c'est ça mon objectif, c'est je voulais donner tous les outils conceptuels et toutes les connaissances nécessaires à cette nouvelle élite et proposer dans un format synthétique.
Voilà, parce que c'est ce qui est vraiment bien fait avec votre livre, hein, L'homme et la cité, c'est que, bon là, forcément, nos auditeurs ne peuvent pas le voir, mais en fait, c'est une succession de petits articles thématiques qui vous disent, en quelque sorte, ce qu'il faut penser en synthèse de chacune des questions qui nous animent aujourd'hui. Et donc, vous avez les billes nécessaires intellectuelles pour construire votre pensée, mais en même temps, vous ne vous perdez pas dans des chapitres longs de 50-60 pages dans lesquels, une fois que vous arrivez au bout, vous en avez oublié le début. Donc là, c'est vraiment une pensée synthétique et efficace, et on retrouve finalement le, le comportement d'entrepreneur qui était le vôtre et qui sera à nouveau le vôtre. Je pense sous peu. À une petite actualité aussi personnelle, vous êtes en cours de rédaction d'un nouveau livre, on entendra à nouveau parler de vous dans peu de temps. Ah oui, très bientôt. Et là, je suis en plein dedans et je pense que ça va beaucoup parler à tous ceux qui nous écoutent et qui se demandent qu'est-ce qu'on peut faire concrètement justement pour retrouver notre pays. Bon, bah voilà, parfait. On va se quitter sur ce bon mot de Pierre Boutan que j'aime à citer. Tous ceux qui ont annoncé la mort de la France ont le point commun qu'elle les a tous enterrés. Donc on garde un petit peu d'optimisme et on continue le combat. Stanislas, à très bientôt et je vous remercie d'avoir accepté cet entretien. Au Ben, revoir. merci beaucoup à vous, Maxime. À bientôt.